Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau épisode de l'œil du Vendée. On a vu une semaine encore assez intense, assez intéressante, avec un gros regroupement de bateaux aujourd'hui à 5 et un nouveau départ dans les mers du Sud, ce qui est assez fascinant. Plus voilà, la case de Charlie, on va regarder ça, et puis ces deux compères qui ont pris la poudre d'escampette pour l'instant. Donc on va plonger direct dedans. N'hésitez pas à poser vos questions, d'ailleurs, j'ai oublié de faire le petit résumé. On va faire aujourd'hui forcément la situation du jour. On va regarder le vent, le beau temps qu'ils ont relativement tous, mais aussi on va revenir sur le courant qu'on avait vu au Cap des Aiguilles en Afrique du Sud. On va regarder la température parce qu'en fait, on ne se rend pas trop compte, mais ça caille un petit peu. On regardera les routages des leaders à 7 jours et on regardera aussi une vision à 15 jours sur tout le Pacifique qui nous amènera quasiment jusqu'au Horn. Et ça va être sympa. On va regarder un petit peu les écarts arrivés là-bas. Peut-être des choses intéressantes, on verra. Je répondrai ensuite à vos questions et on prendra le classement de 22 heures, comme d'habitude. Alors, ça, je ferme. C'est parti. Alors, on est dans cette situation avec les leaders qui plongent au sud de la zone des glaces, que l'on ne voit plus très bien là. Donc ma zone des glaces vient de disparaître. Ah voilà. Bon, elle ne veut pas s'afficher tout le temps. C'est pas très grave. On a vu les leaders, du coup, excusez-moi, les leaders plonger et Charlie s'arrêter dans une mer qui était, heureusement pour lui, assez calme, puisqu'on l'a vu, il est venu se mettre dans cet anticyclone-là, dans une zone assez peu ventée, ce qui lui a permis sûrement d'effectuer les réparations assez facilement et en perdant relativement peu de temps. Donc ça, c'était assez intéressant. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que clairement, la pression, elle est au sud. Ici, on voit bien qu'il y a un très joli flux de nord-ouest. Et ici, on voit l'anticyclone, on regardera ça tout à l'heure, mais il est assez énorme, qui les oblige à descendre. Si jamais on arrive à récupérer la zone des glaces, ça nous aiderait. Bon, elle a décidé de ne pas s'afficher aujourd'hui. On va effacer ça. Et donc, on a nos leaders qui sont dans un flux assez faible pour le sud, mais bon, quand même 24 nœuds avec des rafales pas loin de 30. Donc, on voit que sur les derniers classements, les leaders, il est beaucoup plus rapide parce qu'il a beaucoup plus de vent. Et forcément, ça va continuer parce que ils vont devoir venir se mettre le long de la zone des glaces. Comme je vous le disais tout à l'heure, ah voilà, elle se réaffiche. Et ils vont devoir venir se longer cette zone-là parce qu'ils sont coincés par les anticyclones au nord. On va regarder ça sur Windy. Hop, on va venir rechercher le plugin. Hop. Passer en vent, ce sera plus simple. Voilà. Et donc, ils sont dans ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont dans des conditions plutôt paisibles. Petite couverture nuageuse. C'est plutôt sympa. Par contre, si on regarde niveau température, on voit qu'ils sont vraiment en limite. Là où est Thomas actuellement, il fait 6 degrés dans l'air. Un petit peu plus pour ceux du nord, 8-9 degrés. Et en fait, on voit qu'assez vite, là, on tombe à 4 degrés. Là, on est dans le bas de la zone et ils vont tomber à 5-6 degrés. Donc, ça va cailler dur. Et tout à l'heure, je regardais, on a aussi la température de la mer, qui est une bonne indication. Faudrait-il que je la retrouve. Et en fait, on voit que c'est à peu près la même température, 6 degrés, et puis ils vont plonger vers les 5 degrés. Il y a quelques incursions d'eau à 1 degré, là, juste au-dessus de la zone des glaces. Là, ça commence à sacrément cailler. 1 degré, ça ne va pas être évident. Et alors, ce que je voulais vous montrer aussi dans la situation,
c'est qu'en réalité, il y a pas mal de courants sur zone. Un courant qui globalement les emmène vers l'ouest, mais qui peut avoir une importance, hein, parce qu'on a une zone là où on a nos poursuivants, il y a presque un nœud et demi, un nœud 3 de courant. Donc ça va les aider forcément. Ils vont peut-être essayer de jouer un petit peu avec ces veines, bien qu'en solitaire ce ne soit pas évident, mais je ne doute pas qu'ils vont chercher à se positionner au mieux. Alors on va regarder du coup le routage pour les 7 jours. Donc là, on est passé sur Thomas. Hop, on va enlever les autres. Voilà. Et si on fait défiler un petit peu Thomas, on voit, on va s'arrêter là pour faire un petit dessin. On voit clairement qu'il y a un très gros anticyclone qui les bloque. Et du coup, ils vont devoir naviguer dans le sud de ce couloir, dans un couloir très sud, le long de la zone des glaces, pour bénéficier d'un vent quand même assez fort pour avancer. Là, on le voit qui avance. Hein. Il est ici, le petit point. Là, il est caché par mon trait noir. Voilà, et on voit qu'ils avancent tout seuls, juste devant. Alors, on va peut-être revenir un tout petit peu en arrière. Hop, ici. Et juste devant un front froid. En fait, on le voit ici qui descend sur une dépression qui doit être beaucoup plus basse. Et alors, il est là, hein, Thomas. Clac. Et en fait, ils arrivent à avancer là-dessus. Et je pense que si on regarde jeudi 17, là, on va passer sur. Alors, on va déjà passer les dessins. Et si on passe au 17, hop, ferme tout ça, en termes de vagues, hop, donc si on clique sur Thomas, normalement, on doit pouvoir avoir son routage. Et là, si on est le 17, voilà, il va se retrouver par là. Excusez-moi, c'est un peu long aujourd'hui. Pas beaucoup eu le temps de préparer tout ça. Alors, Thomas, il est là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont devant le front, mais ils sont globalement dans une mer assez rangée. Là, il y a 2,5 mètres de vague, mais en houle, il n'y a pas grand-chose. Il y a 2,30 mètres et un tout petit peu de vague. Mais du coup, ça a l'air assez rangé. Peut-être qu'ils vont faire des bonnes moyennes dans cette zone-là. Ça fait pas mal de temps que je l'annonce, mais à un moment, ils vont bien y arriver. Surtout là, pour Thomas, il va être en bâbord à mur. Du coup, il va être sur son bon foil. Pareil pour Charlie. Hein, on verra peut-être les problèmes de foil de Charlie tout à l'heure. En tout cas, ils vont pouvoir avancer avec tout ça. On réefface tout ça et on continue le routage. Là, on est arrivé jeudi, vendredi. Donc là, ils vont attaquer le passage sous la Nouvelle-Zélande. On voit quand même qu'il y a des zones assez molles, hein, à traverser. Potentiellement, ils ne vont pas être très, très rapides encore une fois. Hein. Il y a eu une zone rapide ici, mais après, ça ralentit à nouveau assez fort. Et on peut estimer que, encore une fois, là, on voit qu'il y a de la pression derrière eux, derrière Thomas. Thomas est là. Et on peut estimer que ce groupe-là va à nouveau bénéficier de pression pour revenir retasser devant. On regardera ça tout à l'heure. Voilà, là, on est à samedi. On va aller jusqu'à lundi prochain. Donc voilà, ils retrouvent. Mais on voit toujours que ce flux, il est vraiment dans la partie sud, quoi. Hein. Regardez, ils ne peuvent pas vraiment remonter au-dessus de ça. Donc, ils sont obligés de faire des empannages là-dedans. Alors, bon, il y a même, si j'efface, je vais vous montrer, mais là, il y a une série d'empannages prévus par le routage. Justement, on va faire avancer, on va voir, ça va peut-être être intéressant. Mais pour rester vraiment dans la zone sud, et voilà, parce qu'en fait, à nouveau, il se retrouve encore avec un anticyclone juste au-dessus. Et il est obligé de rester en bordure pour passer. Bon, ça, c'est dans une semaine, donc ça commence à être un petit peu de la poésie dans les détails, mais le schéma risque d'être bon. Et on voit que voilà, les leaders, en gros, ils vont bloquer probablement en fin de semaine, et que ça va être dur et il va falloir batailler dur pour rester dans des couloirs de vent le long de la zone des glaces, quoi. Ce qui est un petit peu stressant parce que on peut imaginer que s'ils s'endorment par inadvertance une heure ou deux et
sont réglés, on va imaginer en mode vent, que le vent tourne, et ils vont rentrer dans la zone des glaces. Malgré les alarmes et tout, je pense que ça va rajouter un petit niveau de stress à tout le monde, hein. Ça va être compliqué. Alors, je voulais regarder avec vous le routage à un peu plus de jours. On va essayer d'aller jusqu'à 15 jours. On va analyser le leader sur les 15 jours. Donc, on va aller quasiment jusqu'au horn. Donc, on voit que ça avance toujours, mais voilà, encore là, plusieurs journées juste sous l'anticyclone. Ça va être dur. Alors, il faudrait presque espérer pour eux que la zone des glaces ne remonte pas parce que ça les mettrait dans une situation bien délicate. Encore une fois, là, le vent revient par derrière, donc on peut imaginer que globalement, ça puisse être favorable aussi à un nouveau retour. Donc, en tout cas, défavorable au fait de créer de la distance entre les bateaux, hein, entre les différents groupes. Bon, là c'est très loin, hein, mais bon, éventuellement, on voit qu'il y a une très grosse dépression prévue pour le 29. Ça reste vraiment difficile de dire que ce soit précis, cette date-là. Enfin bon, en tout cas, on voit qu'il avance et à nouveau, il y a encore une zone de vent faible devant et de la pression derrière qui va leur permettre de revenir. Enfin, j'ai l'impression que les distances ne vont pas être énormes. Alors, on va regarder avec le groupe des poursuivants. Alors déjà, on peut se faire Apivia. Alors, Apivia, on va le mettre là, par exemple, ça c'est le 20, donc on est dimanche. Donc, bon, pas de distance, il reste à peu près collé. Si on avance un peu, là on est le 23 mercredi, donc c'est assez proche. Et puis en fait, on voit avec les trajectoires que globalement, les routages prévoient que Charlie revienne sur Thomas, quoi. Donc, encore une fois, pas très propice à créer de la distance. On va regarder avec Jean Le Cam. Hop. Alors, pour Jean Le Cam, ça va être quoi la météo? Ça, c'est en ce moment. Donc, on peut voir qu'ils ont un couloir de vent. Ils ont une nouvelle dépression. Donc, la dépression, on la voit, elle est ici comme ça. Hop. Et le front froid, il est là. Et la position de Jean, elle est ici. Donc, on voit qu'ils vont prendre cette dépression dès... voilà, c'est demain midi. Donc, dès demain, ils vont avoir un petit coup de pied aux fesses pour avancer vers l'est. Doucement, ils vont tomber derrière le front. Ils vont repiquer au sud. J'imagine pour se protéger aussi de l'anticyclone. Donc là, juste en matière de repères, hein, là, on est arrivé à samedi. Donc, on a Jean qui est ici et on a Thomas qui est ici. Donc, on peut se faire une petite prise de distance par rapport à samedi. 545 000. Alors, je ne sais même plus où on en est aujourd'hui. Hop. Aujourd'hui, Yes We Can 430. Donc, il y a une centaine de mille d'écart, hein, vraiment rien. Si on continue, on voit qu'ils vont récupérer la pression. Bon, enfin, ils ne se font jamais distancer, quoi. En gros, ils avancent toujours avec de la pression. Voilà. Il n'y a pas de gros coup de vent, il faut quand même le noter, hein, avant peut-être la deuxième moitié du Pacifique. Mais il n'y a pas de gros coup de vent, c'est vraiment stable. Je pense que ça va être agréable, ça va être un peu plus reposant quand même pour eux, ça va être sympa. C'est vrai qu'ils ont quand même bien souffert. Je continue d'avancer, mais on va aller un peu plus loin quand même. Et en fait, alors là, on regarde très loin, on est d'accord, hein, mais bon, c'est un peu pour le petit trip. Mais là, par exemple, on est le lundi 28. C'est ça, lundi 28. Et le routage, aujourd'hui, annonce 300 000 d'écart. Donc, l'écart n'a non seulement pas grandi, mais c'est réduit sur les prévisions, quoi.
Et donc, on peut aller au bout, mais bon, après, ça, c'est un peu loin. C'est vraiment pour la beauté du geste. Voilà. Et donc, en fait, si vous regardez en bas à droite de l'écran, dans 15 jours et 21 heures, Thomas est à 355 000 du Cap Horn et Jean est à 628, donc on va dire 300 000 d'écart. Vraiment pas grand-chose qui les sépare. Donc ça nous donne encore une belle régate. Et on va faire un dernier. On va afficher l'Occitane. Alors lui, on va passer un peu plus vite parce que il y a tout le début qui est assez standard. En fait, il y a pas trop de vent. Ça avance bien sur des trajectoires qui sont propres. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il a l'Occitane 14e, je crois, 1600 000 de retard sur Thomas. Et quand on arrive, là, on est mercredi 23, on va prendre une petite mesure. Le 23, 1200 000 de retard. Et en réalité, on va aller tout au bout. Alors, il est là. Et là, il serait passé à 1000 milles de retard. Donc, c'est la prévision aujourd'hui est quand même pas franchement en faveur des leaders, encore une fois. Peut-être que ce sera comme ça tout du long de ce Vendée Globe. Mais par contre, pour nous, ça va être excellent parce qu'on va garder une bagarre. Si potentiellement l'Occitane reste 14e, on peut imaginer qu'il passe 12e d'ici là, il y aura une douzaine de bateaux en moins de 1000 milles au Cap Horn. Et ça va nous donner une belle régate pour remonter l'Atlantique, où enfin ils vont pouvoir prendre des options et ça va être un peu plus joueur, parce que là ils sont quand même vachement cantonnés dans le sud des océans à cause de cette zone des glaces. Alors je voulais vous montrer un petit outil qu'on trouve chez Alex Thompson. En fait, quand vous allez sur la carte du site Alex Thompson, en bas à droite, il y a des graphes de distance au leader. Et c'est assez intéressant. En fait, bon, bah là, on voit Charlie, Thomas et Yannick. Là, on voit le groupe des poursuivants jusqu'à VNB. Alors, on peut voir que bah, ils se sont approchés des 200 000 à peu près ici, et aujourd'hui, ils sont à près de 400. Voilà, on peut voir ça en noir, c'est l'Occitane aussi, qui est revenu à presque 1500 000 l'autre jour. Voilà, donc ça va. Lui, il arrive à stabiliser, quoi. Et en fait, c'était un petit peu ce que je voulais montrer, c'est qu'on arrive à se rendre compte en réalité des performances des bateaux, parce que bah, on peut voir qu'un Occitane, en gros, il a réussi à limiter l'hémorragie. Bon, c'est à peu près pareil pour ces groupes-là, hein. On peut voir que les moyennes, dernièrement, elles sont par là. On peut voir que Thomas et Yannick sont revenus. Mais on peut voir aussi que là, c'est le groupe La Fabrique, Time for Ocean et la Micaline qui est en chute permanente, quoi. Donc, conditions météo, utilisation du bateau et tout ça, après, c'est sujet à interprétation. Mais en tout cas, c'est pas mal parce que ça nous garde un petit suivi des distances qui nous permet de voir un peu l'évolution. Parce que forcément, selon la météo, on prend plus ou moins cher. Mais c'est pour voir si l'évolution est constante. Et donc, un bon petit outil chez Alex Thompson. On va commencer à regarder les questions. Alors première question, est-ce que Bestaven va pouvoir suivre? C'est une bonne question. En gros, on peut estimer que la découverte un peu sur ce Vendée, c'est que les foils extrêmes, à part dans les alizés, n'ont pas réussi à exprimer leur potentiel. Il y aura peut-être une petite phase là dans les prochains jours, on l'a vu ici, où il y aura une petite phase de vitesse, on verra. Mais globalement, vu que le scénario n'est pas à créer de l'écart, je pense qu'il va réussir à rester dans le paquet. Et ça va être intéressant. Est-ce que ça va être intéressant sur la remontée mais bon, là, on parle dans près de 3 semaines, parce qu'il aura peut-être ces deux foils. Et qu'en fait, il faut quand même noter aujourd'hui que et Apivia
et Linked Out ont leur foil bâbord, donc celui qui sert à remonter l'Atlantique en grande partie, endommagé. Donc, c'est dur d'estimer le perte de performance, mais bon, voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, Yannick, il est dans dans un beau scénario. Est-ce qu'ils arrivent à prendre en compte les amputations de foil ou de voiles déchirées dans les polaires de routage? Là, non. Enfin, je pense que personne s'amuse à faire ça. Peut-être les skippers pour leur propre bateau, oui, s'ils arrivent à l'estimer, mais ça reste difficile parce que ils vont peut-être avoir une perte de 5 à 10 dans certaines conditions. Peut-être dans d'autres, ils vont perdre 20 et dans le reste des conditions, il n'y aura pas de différence ou ce sera faible. Donc, c'est compliqué. Pour ce qui est des voiles manquantes, bon, j'imagine qu'il y en a sur à peu près tous les bateaux. On a vu des réparations de voiles dernièrement. C'est aussi assez compliqué à prendre en compte parce qu'en fait, il faudrait pouvoir à la base enregistrer beaucoup de données sur chaque voile en dehors de ce qu'on appelle le range d'utilisation, donc la zone dans laquelle elles sont les plus efficaces. Et globalement, dans ces projets, on n'a pas le temps. Donc, c'est un peu, on peut bricoler un peu les polaires pour essayer de simuler ces pertes, mais ça devient compliqué. Il faut savoir que dans l'Adrena, en plus, on ne peut pas faire une polaire bâbord, une polaire tribord. Donc, si le bateau devient asymétrique, comme c'est un peu le cas, par exemple, de Thomas en ce moment, bah, en fait, on n'a pas le moyen de le router, en tout cas. Ou alors, je ne le connais pas et il faudrait que quelqu'un me l'explique. Mais non, c'est pas trop possible. Qu'est-ce qui se passe dans la zone des glaces? Bon, bah, en soi, la question, elle est bonne, hein, on peut regarder. C'est vrai que si ça n'a pas été expliqué, on peut regarder ça. Donc là, je n'ai pas préparé le sujet. On pourra peut-être le préparer pour la prochaine fois. Alors, on va se baser sur quoi? On va se baser sur la température de la mer. Ça va être le plus simple. Alors, la zone des glaces. Donc, cette zone à l'intérieur de laquelle ils n'ont pas le droit de naviguer. Hein. D'ailleurs, si on se rapproche bien, on voit qu'ils ont tous évité la zone. Bon, là, il y a peut-être des points de lecture de position qui ne sont pas bonnes, mais personne n'est rentré dans la zone. Et dans cette zone, en fait, c'est la zone où les spécialistes, alors c'est une société qui s'appelle CLS, qui fait de l'analyse d'images satellites et qui commande des images satellites spécifiquement pour le Vendée Globe. Et elle regarde où est-ce qu'elle voit des icebergs, elle les suit hein, dans le temps, et des gros icebergs, des petits icebergs, des growlers aussi, qui sont globalement des gros glaçons qui sont à peine au-dessus de la surface. Et aussi, je pense qu'ils s'aident de la température de la mer. Donc après, ils connaissent d'où partent les icebergs. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que ça part vraiment de cette zone-là. Donc, par exemple, si on fait un petit dessin, en gros, ici, il y a des icebergs qui se détachent. Et puis, bah, après, ils migrent globalement dans ce sens-là avec les vents et les courants dominants. Et puis, bah, en fait, CLS, ils vont se retrouver avec des glaçons ici, 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 qui vont dériver. Donc, plus les glaçons, plus les icebergs, les growlers montent dans l'eau chaude, plus ils vont fondre vite. Donc, à un moment, bah, ils ne vont pas arriver non plus à Madagascar. Mais ils peuvent être vraiment proches de ces zones-là. Donc, par sécurité, l'organisation donne une zone dans laquelle ils ne peuvent pas rentrer à cause de la présence de glace vue par satellite, mais aussi, je pense, de deux autres choses, la température de la mer et une dernière chose à vérifier, mais j'en suis quasi sûr, c'est qu'en fait, cette zone-là qui est tout droit, ici, elle est, c'est bien dessiné, elle est donnée par, en quelque sorte, la distance de sauvetage de l'Australie, qui a imposé, je crois, une distance un peu maximale à laquelle les bateaux ne doivent pas aller parce que sinon, bon, je ne sais pas si on peut dire qu'ils ne garantissent pas le sauvetage, mais en tout cas, ils ont imposé leurs conditions. Est-ce qu'il y a des pénalités sur la zone des glaces? C'est arrivé la dernière fois. Si quelqu'un rentre dans la zone des glaces, ils doivent en ressortir au même endroit. Donc là, on va prendre un bateau, par exemple. On va prendre VNB. Désolé, VNB. Et
si en gros, là, il a sa trace qui fait ça, s'il avait continué, il avait navigué, pour pas être disqualifié, il aurait dû revenir, ressortir dans un point qui serait à l'ouest de son point d'entrée. Et hop, il aurait pu ressortir. C'est ce qu'avait fait Jean-Pierre Dick. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs versions. Là, on est déjà sur la version 3 de la zone des glaces. Donc, clairement, à un moment, c'est possible de s'y perdre avec tout ce qui se passe à bord. Et voilà. Donc, c'est pas irrémédiable si on rentre dedans. Par contre, il faut faire demi-tour et ressortir au point d'entrée. Donc, ça, c'est quand même assez douloureux. Le CAM a-t-il réussi à attraper le même wagon que les premiers sans sauvetage des télescopiers? Oui, sans aucun doute. C'est bien là le problème des pénalités. On va voir ce qu'ils vont mettre demain. Mais globalement, le scénario a favorisé un rattrapage. Je ne pense pas que le CAM aurait été beaucoup plus loin s'il ne s'était pas arrêté. Voilà. Après, il y a des spécialistes qui ont travaillé sur le dossier. On verra demain. Et puis après, il y a peut-être aussi une bonification au sauvetage quand même parce que on ne peut pas non plus enlever le fait que il faut absolument aller sauver les autres parce que dans ces contrées-là, il n'y a personne d'autre. Hein. Là, Kevin a passé 12 heures dans le radeau. Si ça n'avait pas été un concurrent qui est allé le chercher, c'était peut-être 2 ou 3 jours qu'il aurait dû y passer. Ça, c'est clair. Quel est le modèle météo qui influence le routage? Alors, ça, on en avait parlé brièvement. On peut se remettre en mode vent. Enlever ça. En fait, si on regarde, en bas à droite, il y a deux modèles météo. En fait, il y a ici, on le voit, le modèle qui est fait par les Européens. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, comme ça va être drôle. Donc, ça s'appelle l'ECMWF. ECMWF. Et ici, le GFS qui est fait par les Américains. Donc, il faut savoir que, voilà, alors là, par exemple, je change d'un modèle à l'autre. Si vous regardez, on voit des petites différences, mais ce n'est pas majeur. Si on avance dans le temps, par exemple au dimanche 20, là, on a la situation sous GFS. Ah, ils sont assez d'accord, hein, c'est assez calé. Mais par exemple, bon, si vous regardez dans le coin en bas à droite, si vous regardez ici, le GFS, il voit bon, du vent fort, mais rien d'exceptionnel. Et le CEP, il voit carrément une dépression bien creuse avec beaucoup, beaucoup de vent. Hein, avec, je ne sais pas combien c'est dans ce cas-là, mais pas mal de vent de prévu. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en fait, moi, les routages, je peux les faire que avec GFS, le modèle américain qui est gratuit, qui est la plupart des météos que vous voyez sur Winguru ou quoi que ce soit sur vos téléphones, c'est généralement du GFS, le fichier américain gratuit mondialement, un peu comme le GPS en réalité, comme le service satellite. Par contre, le CMWF qui est payé avec nos impôts en Europe, eh ben, il faut l'acheter et ça coûte très très cher. Et du coup, on n'y a pas accès. Il y a un forfait, pour vous dire, à 10 000 euros sur le Vendée Globe pour l'avoir. Donc, c'est assez onéreux, mais c'est comme ça. C'est un système depuis quelques années qui est franchement dommage parce qu'on bénéficie d'un super centre météo qui fait un très beau fichier. Et maintenant, c'est devenu un produit de luxe. Qu'est-ce que la calebasse qui a cassé sur le bateau de Charlie? Alors, la calebasse, hop, je vais me décaler parce que je ne peux pas la voir. Hop. Alors, on va faire foil IMOCA. Je vais vous expliquer ça sur une photo. C'est vrai que c'est un peu. Il y a souvent plein de termes qu'on ne comprend pas très bien dans nos explications. Et puis, il n'y a pas grand monde pour faire un dessin. C'est un peu dommage. Alors, peut-être celui-là est pas mal. Est-ce qu'on peut le mettre en grand? Alors, on va utiliser celui-là, ouais. Je ne sais même pas si je peux pas l'avoir en plus grand. Alors, on va attendre que cette vidéo parte. Excusez-moi. Alors, on va quand même dessiner. Voilà. Ok, c'est bon, on est tranquille. Le foil qui est ici, donc là on le voit, ça c'est un foil type Maître Coq, Bestaven, mais bon, c'est un peu le même principe. En fait, on ne le voit pas très bien, mais il rentre dans un puits ici, tout du long. Et du coup, il est maintenu par deux cales. Alors, une qui est en sortie de coque
qui est vraiment dans la coque. On regardera sur une photo après. Et une qui est plus à l'intérieur. Alors, on va imaginer qu'elle est là. Je ne sais pas très bien où est-ce qu'elle est. Et en fait, elle subit beaucoup d'efforts. Et surtout, là, il y a l'eau, quoi. Donc, du coup, celle-ci, quand le bateau navigue, elle est sous l'eau. Et l'eau, elle a tendance à remonter en geyser là-dedans. Donc, la calebasse, c'est une cale qui est fixe. Donc, c'est pour vulgariser, on va dire un morceau de plastique qui vient tenir le foil dans la coque. Ça, c'est fixe. Par contre, voilà, qu'est-ce qui s'est passé chez Charlie? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a cassé? Est-ce qu'elle a cassé ses vis? Est-ce qu'elle a. Je ne sais pas trop. Il y a plein de choses qui peuvent être possibles. Mais en gros, elle se situe là et c'est elle qui pose problème. Si on revient sur une autre photo, tout à l'heure, on envoyait une très bien. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Là, on la voit bien. Là, c'est Banque Populaire. Et du coup, on la voit ici, quoi. On voit la trace de la cale qui est en extérieur du bateau. Alors après, il y a peut-être plusieurs montages. Certains peut-être la rendent par l'intérieur, d'autres par l'extérieur. Je ne sais pas très bien. Je n'ai pas regardé en détail. Et on peut imaginer que en fait, ça a été assez problématique pour Charlie parce que quand il faut intervenir là-dessus, c'est en extérieur du bateau. Alors même si il arrive à descendre sur le foil et tout, ça n'a pas dû être une partie de plaisir. Donc voilà, la calebasse du foil, c'est ça. Et je vous propose de regarder peut-être le classement de 22 heures qui a dû tomber. Donc on peut le comparer à mes routages. Donc c'est, si je ne me trompe pas, le classement de 20h30. Alors ça, c'est des routages que j'ai lancés, je ne sais plus, cet après-midi vers 15h. Donc on peut voir que Thomas était un petit peu plus lent que ce que j'avais prévu. On va afficher Apivia aussi. Mais bon, là, il n'y a rien de spécial. Il est suivi. Voilà, Charlie aussi a été un peu plus lent. Alors, ça ne veut pas forcément dire, hein, ça veut juste dire peut-être qu'il a eu moins de vent, c'était moins favorable, ou peut-être qu'il était occupé à faire autre chose encore, hein, on va savoir. Et puis, notre groupe de poursuivants, on voit que, comme indiqué tout à l'heure, le routage leur fait faire de l'est directement, donc ils vont faire beaucoup de gains vers le but. Et ils ont tous empanné, donc là, on ne le voit pas trop, mais il y a la zone des glaces juste à gauche. Et puis voilà, ils sont un peu tous lancés, le groupe avec Benjamin Dutreux, Louis Burton, Damien Seguin, Jean Le Cam et puis Boris Herman. Donc voilà, et eux, ils ont plutôt bien avancé parce que en fait, le routage les mettait ici et donc ils ont été plus vite que le routage ils ont mis 24 000 au routage. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ils font encore du gain, on peut dire, par rapport à ce qui était prévu. Voilà. Et donc, si on regarde la suite, je crois qu'il n'y a rien d'exceptionnel, ni en termes de météo. On voit que l'Occitane, il est limite d'une bulle de vent faible. Il est encore à 18 nœuds, donc ça va, mais il va avoir une petite partie le long de la zone des glaces, pas très fun. Zone des glaces qui veut définitivement pas s'afficher ce soir. Et puis, j'ai pas pris pour les poursuivants. Voilà. Enfin bon, en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu une nouvelle fois. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Merci pour vos questions. Et on se retrouvera lundi soir. J'espère tenir la date cette fois-ci. Ce n'est pas évident à chaque fois. Il y a des impératifs. Mais je vous souhaite une bonne soirée et à lundi prochain.